l'agressivité de Zoé, timide de Farid, la nostalgie de Noémie, livre 6 de Suzy Morgenstern. L'agressivité de Zoé. Agressif, adverbe, adjectif, qui attaque les autres par des gestes ou des paroles, même quand on ne leur a rien fait. C'est en juillet que Zoé est la plus heureuse. Ses parents travaillent encore et elle a toute la liberté à faire ce qui lui plaît. Rester au lit, lire, traîner, se promener en ville. Mais le mois de juillet, pour Zoé, c'est surtout la piscine municipale de son quartier. Elle fréquente la piscine du Piolle depuis toujours. C'est là qu'elle a appris à nager. C'est là qu'elle aime aujourd'hui faire des longueurs en comptant 1, 2. Elle parcourt 1 kilomètre à chaque fois en 40 allers-retours de 25 mètres. Par contre, ce qu'elle n'aime pas, ce sont les autres. Les nageurs, les plongeurs, les gicleurs, les crieurs, les rieurs, mais surtout les très bons nageurs. Zoé est une fille douce et paisible, mais dans la piscine, elle devient une terroriste. Elle hait l'humanité entière quand elle n'a pas un couloir pour elle toute seule. Ses yeux deviennent des assassins. Tous les autres nageurs sont des assaillants, des envahisseurs, les saccageurs de sa tranquillité. Avec leurs crônes menaçants, leur nage papillon brutal, leurs palmes tranchantes, leur ivresse de vitesse, ils sont tous des requins, des nageurs à battre. Et en plus, ils prennent les enfants pour des fourmis à écraser. Zoé est une nageuse sérieuse, mais pas rapide. Sa nage préférée, c'est le dos crâlé, quand elle se trouve entre un grôleur tueur et un papillonneur prétentieux. Elle a des pensées meurtrières. C'est comme flotter au milieu d'un raz-de-marée. Ces nageurs ne font pas attention aux petites vieilles non plus. Leur mot d'ordre semble être écrabouiller-les. Mais aujourd'hui, miracle, la piscine est presque vide. La vie est belle. Zoé se presse pour se déshabiller et mettre son maillot. Elle met le rose dans la fente du casier. Il ne veut pas se fermer. Elle lui donne quelques coups de poing avant de déménager dans un autre. Elle passe aux douches où elle trouve 5 enfants qui s'occupent chacun de gel. Zoé attend patiemment avant de demander: vous avez fini? Non, on va rester toute la journée. Elle a envie de les étrangler, ces bidules crapules. Il pense en parler au maître nageur, mais se dirige vers la piscine et saute dans l'eau. Il fait chaud et cette première plongée procure un plaisir parfait. Elle choisit son couloir en plein milieu de la piscine. Un autre nageur, il y a 2 couloirs d'elle, et une femme âgée nage sur le dos le long du bord. Zoé démarre sa comptabilité. À la 3e longueur, la dame du bord a migré dans son couloir. Elle semble nager en zigzag. Zoé prend un autre couloir. La dame la suit. Leur tête se heurte et ça fait mal. La nageuse s'excuse même pas, mais Zoé l'a fait sans réfléchir. Elle aimerait plutôt la réprimander en lui disant quelques noms d'oiseaux. Zoé change à nouveau de couloir. La dame la suit encore comme une malédiction. On disait que dans son but dans la vie est de nager cette nageuse innocente. Bon, dit Zoé, c'est la guerre. La dame sur le dos, petite baleine aveugle, vient vers elle. Zoé redouble ses battements de pied pour fabriquer des éclaboussements et pour semer son adversaire. Elle la déteste, cette abominable intrus, qu'elle aille se noyer, qu'elle boive la tasse et s'étouffe, que ses bras et ses jambes se détachent. D'une façon ou d'une autre, Zoé est quand même arrivée au bout dans l'énervement et l'exaspération. La dame a miraculeusement disparu. La piscine s'est vidée de toute présence humaine. Zoé devra recommencer avec la piscine entièrement à elle, mais elle n'a plus la force. Elle cherche son shopping et sa serviette.
dans le casier. Elle se rend compte qu'à la fin, la dame d'amener sur la douche, la garce, dit Zoé. Elle lui fait de grands sourires. Elle est vraiment vieille, avec de la graisse qui pendouille partout. Dans les vestiaires, la dame sort des gâteaux. Je les ai faits avant de venir. Tu veux goûter? Ce sont des gâteaux aux amandes avec des pépites de chocolat. Prends-en pour la route, dit la dame. Merci, dit Joé, toute sourire, détendant ses deux poings jusqu'à la serrer en croquant un gâteau au soleil. Timide Farid. Timidité, nom féminin, manque de hardiesse ou d'assurance. Son fils lui a demandé d'apporter des gâteaux. Ils avaient prévu de se rencontrer au jardin public, au parc des Butchemon. Il est content. Elle est contente qu'il ait invité à partager cet après-midi avec eux, car elle n'a pas souvent l'occasion de voir son petit-fils. Il habite à l'autre bout de Paris, et puis, soit il est à l'école, soit il a d'autres activités. Elle attend 5 minutes à l'endroit où elle pense que son fils lui a fixé rendez-vous, en se demandant si elle a bien compris. Son fils lui parle plutôt en français, mais les voilà qui viennent vers elle. Elle aimerait prendre Farid, son sang et ses tripes sont dans ses bras, et le couvrir de baisers, mais il aura bientôt 8 ans et cela ne se fait pas. Derrière ne se laisserait pas faire, il regarde ses pieds, il ne fait aucun signe de reconnaissance, se cache à moitié derrière son père, avant de disparaître sur la pelouse pour jouer tout seul. Mère et fils s'installent sur un banc et parlent de tout ce qu'il s'est passé depuis les dernières semaines. Elle demande poliment des nouvelles de sa belle-fille, qui la boude. Elle ne sait pas pourquoi, qu'est-ce qu'elle a bien pu faire pour attirer tant d'hostilité. Quand elle les invite pour un bon couscous, elles sont toujours pris ailleurs. Elle suit Farid des yeux. Son fils lui tend un sandwich tunisien qu'il a acheté d'un vendeur de son quartier. Il a dû cacher cette rencontre à sa femme. Elle n'aime pas être obligée de voir son fils et son petit-fils en cachette, mais elle ne veut pas provoquer de dispute avec sa femme. Appelle le petit. Farid vient sans dire un mot. Il prend le sandwich qu'il garde dans sa main, sans le manger. Il ne lève toujours pas son visage et lui dit « Cool Kabibi, mange ». Elle y met toute la tendresse qu'elle ressent pour ce petit bout d'homme. Farid obéit en s'éloignant du banc. Il retourne à sa passerelle de terre, s'assoit et engloutit les sandwichs jusqu'à la dernière miette de thon. Son fils, à son âge, était sociable, d'abord avec ses frères et sœurs, et puis avec les autres. Peut-être, pensait, c'est parce qu'il n'a pas de frères ou de sœurs. Sa mère est française. Les Françaises sont plus paresseuses pour fabriquer des bébés. Elle sort les gâteaux. On attire des abeilles avec du miel et elle a toujours essayé de séduire avec sa cuisine et sa pâtisserie. Farid vient, crie son père. Elle est gênée. Il est gêné. Il aurait aimé que son fils soit plus chaleureux avec sa mère. Elle mérite mieux. Elle s'est battue pour donner une éducation à ses enfants. Il sait qu'elle voudrait les voir plus souvent et être plus proche de Farid. Elle prendrait la grande maternité autant au sérieux que la maternité, mais il ne peut se battre sur deux fronts, sa femme et sa mère. Farid, toujours comme il voudrait être invisible, toujours les yeux dirigés vers les pieds pour éviter le contact avec cette grand-mère, accepte le gâteau. Et peut-être venu du goût sucré et croquant se répand en lui. Il lève les yeux pour en demander un autre. « Cool, cool, mon chéri, mange !» Il semble être sur le point de dire merci, mais les mots ne veulent pas sortir de son gosier. Il n'en peut plus, il décide de lui parler. « Je vais te raconter une histoire. Il était une fois un garçon qui est venu rencontrer sa grand-mère dans le jardin. Il ne l'embrasse pas, il ne la regarde pas, et ne lui dit même pas bonjour. Et bien sûr, il ne dit pas « Jeddah, je t'aime, Jeddah, merci pour les bons gâteaux. » Non, il va manger loin d'elle, il joue tout seul, il mange les gâteaux comme un aveugle qui ne veut rien savoir de celle qui
qui les a faits. Bon, au moins il les mange. Tu as une idée pourquoi le garçon se comporte comme ça avec sa grand-mère? Farid jette un coup d'œil furtif à son père, contemple la boîte de gâteaux et se retient d'en prendre un autre. Il réfléchit au bon moment et finalement il regarde sa grand-mère pour de bon. Est-ce que les mots vont finir par sortir? Un petit merci? Un bonjour tardif ou un minuscule bisou? Jada dit, ma grand-mère, peut-être que le petit garçon est très timide. La nostalgie de Noémie. Nostalgie, non féminin, tristesse vague, causée par le regret de quelque chose qui est fini ou que l'on n'a pas eu. C'est la grand-mère de Noémie qui est venue la chercher en ce dernier jour d'école. Le soleil tape sur la foule des parents venus fêter le début des vacances. 2 mois de vacances, adieu crayon, adieu stylo, s'exclament les enfants. Mais sa mamie voit bien que Noémie n'est pas dans son assiette et ne partage pas l'enthousiasme des autres. Elle reste figée devant le portail à fixer sa maîtresse et son maître qu'elle aime tant. Elle soulève son bras sans énergie pour leur faire un dernier au revoir. Sa grand-mère s'impatiente. Noémie ne bouge toujours pas. Tu n'as pas l'air contente, ma chérie. Tu as pourtant fait une très bonne année scolaire. Noémie lance des flèches vers le visage de sa grand-mère. Une bonne année? La meilleure de toute ma vie, s'exclame-t-elle. Et je ne veux pas que ça finisse. Le long de la rue, Noémie marche comme une somnambule, en pensant au bon moment de l'année. Quand le maître jouait de la guitare, quand la maîtresse parlait de son amour de la langue française, l'excursion à l'opéra pour voir un ballet, Fanny Lola à la récré, Noémie aurait aimé rester à l'école, même la nuit. Noémie traîne avec ses souvenirs désormais. Toute sa vie se passe à l'imparfait. Le passé est parfait. Le présent et le futur sont beaucoup moins parfaits. J'avais envie, pour fêter ça, d'aller manger une glace chez Fenicio. Je n'ai pas très faim, mamie. On s'arrête au jardin? Je préfère entrer à la maison. Dans sa chambre, Noémie vide son cartable, caresse ses cahiers qui contiennent les remarques de la maîtresse, range son bureau en regardant les dessins qu'elle a faits. Elle s'assoit sur son lit et tourne les pages de ses cahiers. Elle tombe sur une mauvaise appréciation de la maîtresse, puis une autre. Elle se rappelle alors le jour où elle n'arrivait pas à réciter sa poésie, la fois où la maîtresse l'a grondée pour des bavardages, et le jour où elle est tombée dans l'escalier de l'école. Sa grand-mère vient la voir avec un goûter. Mange quelque chose quand même. Pour toi, mamie, c'était une bonne année aussi? Pour moi, chaque jour et je respire est bon. Chaque jour où je peux voir ma petite chipie galette. Chaque jour où j'entends de la musique dans la vie. Chaque jour où je goûte un pain à la croûte croustillante. Chaque jour où je sens les parfums du marché. Mais tu n'es pas triste de plus aller à l'école? Je n'ai jamais arrêté à l'école. Tu vas à l'école? Où est ton école? Mon école, ce sont les gens avec qui je parle. Mon école, ce sont les livres que je lis. La vie qui m'entoure, les questions que je me pose. Même la télé, c'est aussi mon école. Mais tu n'es plus une petite fille. Il y a toujours en moi la petite fille que j'étais. Je suis toujours moi. Je peux aller dans ton école, mamie? Oui, cet été, je serai dans mon école. Je peux être la maîtresse? Dans notre école, la maîtresse, c'est le monde. On commence quand? Tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait? On écoute notre corps pour lui demander s'il a faim. Noémie regarde le gâteau sur le plateau que mamie a apporté. Elle a un goût, elle en goûte un et un autre, et pense à tous les autres goûters de l'année passée, au repas de Noël, à la cantine, au pique-nique, le jour de l'excursion en Italie. C'est bon, mamie, mon corps dit oui, mais est-ce qu'il y a des devoirs dans notre école? Fin.